Vous le savez, aujourd'hui plus que jamais, la sécurité de nos informations est cruciale dans les petites ou moyennes entreprises, les startups tech ou les boutiques en ligne. Alors imaginez un expert cyber disponible à la demande, capable d'adapter ses solutions à la taille et aux besoins de votre entreprise. C'est ce que propose Orange Cyberdéfense, leader en cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale. Que ce soit pour un diagnostic afin d'évaluer vos vulnérabilités, une formation personnalisée pour vos équipes ou pour tester vos défenses de manière proactive en simulant une attaque, Orange Cyberdéfense est présent pour les petites entreprises. Pour vous permettre d'en savoir plus, un webinar aura lieu le 28 mai prochain, une occasion idéale de poser vos questions directement aux experts. Il y a très peu de place, mais Monde Numérique vous offre l'opportunité de suivre cet événement exclusif. Il suffit de vous inscrire dès à présent sur le site orangecyberdéfense.com, rubrique événements avec le code Monde Numérique. Notez la date sur vos tablettes, 28 mai 2024, et inscrivez-vous dès à présent. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour prendre les devants contre les cybermenaces. On est en train de vivre en ce moment des avancées qui sont très importantes. On est très près de ce qu'on a toujours illustré dans des films de science-fiction. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Une semaine incroyable en matière d'intelligence artificielle avec des annonces spectaculaires signées OpenAI et Google. On va regarder ça en détail et on décryptera tout ça avec un professionnel du secteur, Thomas Solignac, et aussi avec mon compère spécialiste des technologies au Canada, Bruno Guglielminetti. Au sommaire également, TikTok interdit en Nouvelle-Calédonie. C'est une première, on verra comment et pourquoi c'est arrivé. Les invités de la semaine, on découvrira une nouvelle marque automobile chinoise qui arrive en France avec des véhicules hyper connectés et même un taxi volant, c'est la marque Xpeng. Enfin, gros plan sur la cybersécurité. Comment faire face à la cybermenace quand on est une petite entreprise ? Réponse avec Orange Cyberdéfense, partenaire de cet épisode de Monde Numérique. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 18 mai 2024. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, l'hebdo. Chaque samedi, 50 minutes de news et d'interviews. Et puis Monde Numérique, c'est aussi les autres jours de la semaine. Des interviews long format en épisodes séparés, des éditos, des bonus, etc., etc. Disponibles sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et même sur les assistants vocaux. Monde Numérique, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner en allant sur le site mondenumérique.info. Le site mondenumérique.info sur lequel vous retrouverez d'ailleurs les transcriptions des épisodes, des interviews en version écrite et aussi des articles de blog que vous ne trouverez pas ailleurs. Enfin, à noter, une annonce très importante, c'est un petit sondage auquel je vous invite à participer à partir de cette semaine. En fait, c'est une enquête que j'organise bien finalement chaque année, à peu près à la même période, au moment de l'anniversaire de Monde Numérique. On va bientôt fêter les 3 ans. Et c'est une enquête pour mieux comprendre ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît moins dans le podcast Monde Numérique. Et puis, pour en savoir plus sur vous-même, vous qui écoutez cette émission. Et je sais déjà que vous êtes extrêmement fidèles puisque vous revenez régulièrement. Alors, je vous en remercie. Merci également aux auditeurs qui ont déjà commencé à m'envoyer des réponses. Le sondage est disponible sur le site mondenumérique.info et aussi tout simplement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Voilà, je compte sur vous, je vous en remercie par avance et c'est parti pour l'actu. L'actu de la semaine. L'actu avec cette semaine encore une pluie d'annonces en matière d'intelligence artificielle et des annonces réellement spectaculaires. Ça a commencé sur les chapeaux de roue lundi 13 mai avec une présentation de l'incontournable OpenAI, l'entreprise américaine, qui, une fois de plus, nous en a mis plein la vue. On en parle avec Nicolas, le journaliste virtuel de Monde Numérique. Nicolas est une voix clonée, mais le contenu que vous allez entendre est 100% humain, vérifié et validé.
En effet, Jérôme, OpenAI a ouvert le bal cette semaine avec une nouveauté baptisée GPT-4o, un petit O qui signifie Omnium. Une nouvelle version de l'assistant vocal ChatGPT encore plus puissant et encore plus spectaculaire. Le nouveau modèle renvoie des réponses beaucoup plus rapidement que GPT-4 et améliore ses capacités en matière de texte, de vision et d'audio. Surtout, il est capable de maintenir une conversation vocale extrêmement réaliste en jouant sur les intonations, les hésitations ou encore des simulations d'émotions. On peut même l'interrompre quand on lui parle. Cela fait fortement penser au film Her, dans lequel le héros tombe amoureux de son assistant vocal. Écoutez ce que ça donne en anglais avec une voix féminine pour l'assistant vocal. Hey, how's it going? Hey there, it's going great. How about you? I see you're rocking an OpenAI hoodie. Nice choice. In fact, we've got a new announcement to make. That's exciting. Is this announcement related to OpenAI, perhaps? It is. I'm intrigued. And in fact, what if I were to say that you're related to the announcement, or that you are the announcement? Me? The announcement is about me? Et voilà comment l'IA nous parle avec un réalisme assez étonnant. Alors, je ne vous ai pas mis de traduction en français parce que ce qui est important, c'est plus la forme que le fond à la limite. Mais voilà, ce qui est troublant, c'est qu'on peut vraiment l'interrompre pour converser avec elle. Alors, c'est impressionnant, mais ce n'est pas tout, Nicolas. En effet, cette nouvelle version de ChatGPT peut également traduire en direct des conversations. Elle est également multimodale. Cela veut dire qu'elle peut voir ce qu'on lui montre à l'aide de l'appareil photo du smartphone et ainsi comprendre ce qu'on veut lui montrer. From what I can see, it looks like you're in some kind of recording or production setup. With those lights, tripods, voilà, et là, ChatGPT décrit ce qu'elle a en face d'elle. Voilà pour l'essentiel donc des nouveautés du côté d'OpenAI. ChatGPT 4o est disponible pour l'instant gratuitement via le site web ou via l'application ChatGPT. On reparle de tout cela tout à l'heure avec Bruno Guglielminetti à Montréal et aussi avec mon invité Thomas Solignac. Grosses annonces également cette semaine du côté de chez Google. C'était le lendemain, en fait, mardi. Une grande keynote pour l'ouverture de la traditionnelle Google I.O. C'est le rendez-vous de Google dédié aux développeurs qui se tient à Mountain View dans la Silicon Valley, au siège de Google chaque année. Beaucoup d'annonces, d'ailleurs au point qu'on s'y perd un peu. Mais en gros, Google va mettre de l'IA partout dans ses produits. 121, c'est le nombre de fois où les mots intelligence artificielle ont été prononcés en 2 heures de keynote. Et c'est même l'IA Gemini de Google qui a fait le compte et qui l'a annoncé à la fin de la conférence. C'est dire l'importance de l'IA pour le géant américain qui veut faire oublier son image de suiveur dans ce domaine. Bon alors, marteler intelligence artificielle 121 fois, très bien. Mais pour dire quoi concrètement ? D'abord, Google a présenté Gemini 1.5, une nouvelle version du modèle de langage encore plus puissant et que l'on va retrouver dans de nombreux produits de la marque, notamment dans la prochaine version d'Android. Cela permettra, par exemple, la détection des tentatives d'escroquerie par téléphone ou la possibilité de montrer des choses à Google en filmant afin d'obtenir des réponses. Par exemple, si vous avez un problème technique sur votre voiture ou sur votre lave-vaisselle, ce sera plus simple que de le décrire par écrit. L'entreprise a aussi présenté le projet Astra, qui est un peu la réponse de Google à OpenAI et à GPT-4o. Il s'agit d'un assistant futuriste combinant reconnaissance visuelle et compréhension conversationnelle avancée. Mais Astra, comme son nom l'indique, n'est encore qu'un projet. Google a aussi discrètement évoqué l'existence d'une paire de lunettes connectées à l'intelligence artificielle. Enfin, du côté du moteur de recherche, une nouvelle fonction baptisée Overviews, déjà en place aux États-Unis, va faire son apparition en Europe. Chaque fois qu'on fera une recherche sur Google, on verra en priorité un résumé de ce qui existe sur le web. Les liens vers les sites web seront relégués plus bas dans la page de résultats. Ouais, et ça, à mon avis, ça pourrait bien faire beaucoup de bruit et pas forcément en bien. En tout cas, voilà, pour un résumé rapide des annonces signées Google, on décrypte tout ça dans un instant avec Bruno.
En attendant, encore une actu cette semaine, alors qu'il n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Ça se passe loin du territoire français de métropole. C'est en Nouvelle-Calédonie où, vous le savez, il y a actuellement des troubles très importants. Et pour la première fois, un réseau social a été interdit. C'est TikTok, le fameux réseau social chinois, qui est donc bloqué sur décision gouvernementale en raison des émeutes sur place. C'est une première. TikTok, la célèbre application chinoise, contribuerait à accentuer la tension en Nouvelle-Calédonie. C'est la raison pour laquelle elle a été interdite. En effet, elle serait très utilisée par les émeutiers, qui sont pour la plupart assez jeunes, afin de partager des images de leurs actions violentes. D'un point de vue légal, les autorités s'appuient sur le fait que l'état d'urgence a été instauré sur place. Du point de vue technique, c'est l'opérateur télécom local, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, qui a instauré un blocage des adresses IP de TikTok, ce qui empêche de se connecter au site ou à l'application mobile depuis un smartphone. Cette décision a été prise, en plus, sur fond de soupçons d'ingérence chinoise dans les émeutes en Nouvelle-Calédonie. Et à propos de TikTok, je vous invite à écouter d'ailleurs l'interview de l'entrepreneur Fabrice Zera, auteur du livre Tech et Toc, dans lequel il appelle clairement à l'interdiction de TikTok en raison des effets de cette appli sur la jeunesse. Un sujet assez chaud. Fabrice Zera était l'invité de Monde Numérique récemment et vous retrouverez facilement cette interview sur le fil du podcast Monde Numérique. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti, est-ce que tu es là? Salut Jérôme Colombin de la grande Gaspésie québécoise. Mais oui, tu es où là? Tu n'es pas à Montréal comme d'habitude, c'est ça? Ah non, je suis bien loin de chez nous, à 8h30 en voiture. Écoute, si tu t'imagines une carte du Québec, il y a toujours une péninsule dans le sud. Ben là, Je suis au sud de la péninsule, je suis dans la baie des Chaleurs, dans un petit village qui s'appelle Carleton-sur-Mer. Et c'est là où se tient depuis du 16 au 19 le Festival de journalisme international de Carleton-sur-Mer. Et donc, c'est un peu loin de Montréal, mais c'est tellement oui, beau. je vois. Ouais. Je vois ça sur la carte. Dis donc, t'es plus près de Saint-Pierre-et-Miquelon que de je sais pas Montréal. Que de Montréal, ouais. Incroyable. Bon, en tout cas, c'est gentil, écoute, de t'être arrêté comme ça là, sur ta route pour qu'on se fasse notre petit débrief habituel, hein. C'est une bonne habitude qu'il ne faut pas perdre. Tout à fait. Bon, alors surtout que la semaine a quand même été vachement intéressante, Bruno. Je voyais l'intervention que tu as faite à la télé au Canada pour expliquer qu'on a franchi un cap. Là. Pourquoi est-ce que d'après toi, c'est aussi important les annonces de OpenAI et de Google cette semaine? Je pense que c'est un peu comme je racontais à la télé, ça nous ramène d'une expérience qui est très près de celle d'une conversation avec un humain. Le temps entre la requête et la réponse, maintenant, c'est 233 millisecondes, c'est rien. C'est une communication naturelle aussi fluide que celle qu'on a quand on se parle. Et puis, même que de temps en temps, avec le délai de la technologie, c'est peut-être plus fluide maintenant avec les intelligences artificielles génératives. Mais tout ça pour dire que on est très près de ce qu'on a toujours illustré dans des films de science-fiction, dans des films où il y avait des robots et des intelligences artificielles. Évidemment, je pense notamment à Her, le film mythique là, avec l'intelligence artificielle. Et donc, seulement ça nous rapproche d'une expérience qui est autre au niveau de l'homme et de la machine. Ouais. Et puis après, c'est quand même des performances technologiques assez impressionnantes. Et puis, en plus, avec un besoin d'énergie ou de puissance qui est moins grand. Puis ça, c'est la bonne nouvelle pour l'environnement. En plus, c'est vrai, absolument. Mais moi, je trouve que il y a quand même un petit côté un peu bizarroïde. Moi, j'ai fait un papier sur mon blog, là, sur mondenumérique.info, pour justement dire qu'on n'était pas loin de, tu sais, c'est ce qu'on appelle la vallée de l'étrange, où quand les machines ressemblent tellement à des humains qu'on a l'impression que c'est des humains, et puis en même temps, il y a toujours un petit défaut qui va faire qu'on s'aperçoit que c'est des machines, et du coup, il y a une espèce de sensation presque de malaise, et même je veux dire, ça peut vraiment poser des questions sur les rapports qu'on va avoir avec les machines, parce qu'il y a un risque de confusion, de croire que ce sont des humains alors que ce ne sont pas des humains, quoi. Hein.
Ben, tu sais, quand je regardais les deux annonces cette semaine, je pensais tellement à la conversation qu'on a eue avec Yoshua Bengio, qui disait Oui. il faut mettre en place des lois, des cadres, avant qu'on qu'on soit devancé par des IA qui vont être rendus là. On y est, là. Ouais. Puis tu le dis, je regardais des démos qui ont été faites, par exemple, avec la nouvelle génération là, de GPT-4o. Je m'excuse, mais d'entendre une IA qui est en train de réagir à voir un chien et t'entends son sourire dans la voix, Ouais. on est ailleurs, là. On C'est peut se complètement faire fou. facilement berner. Ouais. Et donc, notamment tu sais, dans le domaine de ce qu'on fait, ça va être important d'être transparent par rapport aux auditeurs et de leur dire que ça, là, c'est une IA, c'est pas une vraie Tout à personne. fait. qui est là. Ouais. Et Moi, et c'est ça. il y a un truc qui m'a vraiment bluffé, Bruno, mais en fait, ça fonctionne déjà avec ChatGPT 4, Oui. mais c'est encore plus performant avec 4o, c'est la traduction. Oui. La traduction simultanée, parce que c'est complètement fou, c'est-à-dire que tu peux vraiment avoir un traducteur personnel avec toi quand tu discutes avec quelqu'un qui parle pas ta langue, et c'est beaucoup moins formel que ce qu'on connaissait jusqu'à présent, où il y avait, tu vois, où tu devais... Tiens, alors moi, je me suis même amusé à un truc, attends, tu vas voir, si tu es d'accord, je vais te faire une petite démo. Vas-y. Je te fais une petite démo en temps réel. Alors, je convoque mon ChatGPT parce que moi, je l'ai programmé, tu sais, pour que je double tape à l'arrière de mon téléphone et hop, ça me lance le ChatGPT. Donc ça y est, il est là. Alors, je vais lui demander, bonjour ChatGPT, est-ce que tu peux traduire en québécois ce que je vais dire pour mon ami Bruno ? Bien sûr, je peux t'aider à traduire en québécois. Eh oui. Dis-moi ce que tu veux traduire pour Bruno. Parce que il peut traduire aussi du français au français, mais du français de France au français du Québec. Donc ça, c'est amusant. Alors, voilà ce que je veux traduire pour Bruno. J'ai fait du shopping avec ma copine. C'était super amusant. En québécois, tu pourrais dire « J'ai fait du magasinage avec ma chum, c'était super le fun. » Ah damn, ça sonne bien québécois, ça. Ça te plaît, ça? C'est génial, Ben, non? c'est presque ça. Il y a juste chum ou il aurait dû parler de blonde, là. Mais bon, alors, j'avais fait d'autres essais avant Ouais. et il disait blonde. Je Mais sais pas quand pourquoi même. il est allé chercher chum, là, tout d'un coup. mais quand même, je sais Mais pas. t'as compris quand même. Oui. Hey, c'est bluffant pareil. T'imagines s'il se met à pouvoir traduire ça en breton et puis en d'autres dialectes. Mais c'est surtout le côté conversationnel, quoi. Il a compris ce que je voulais traduire et il a éliminé les mots parasites, etc. C'est complètement Et puis fou. tu vois, là, on n'a pas la pleine vitesse du 4O parce que avec le 4O, mais vraiment quand il y aura le déploiement à la grandeur de la planète, là, et on pourra vraiment l'utiliser. Et je mets ça entre guillemets, mais c'est comme vraiment avoir une troisième personne avec nous qui simultanément fait les traductions. Et ça, alors c'est vraiment impressionnant. Et moi, je serais traducteur professionnel, là, je me tire une balle. Hein. Oh, c'est à fini. eux que je pensais. C'est bien sûr. que tu mentionnes, là. Déjà qu'il y en a 4 sur 10 qui disent qu'ils ont des problèmes avec des contrats de traduction qui disparaissent parce que les entreprises utilisent de plus en plus les outils. Imagine, là, on arrive dans l'interprétation, qui est un autre domaine de la traduction, ça va faire mal. Ouais. Bon, Bruno, ça c'est OpenAI. Donc, mais il y a aussi eu cette semaine des annonces Google, beaucoup de choses. Hein. Donc, est-ce que tu as l'impression, toi, que avec ce qu'ils ont dévoilé, est-ce qu'on peut dire que Google rattrape son retard un peu par rapport à OpenAI en matière d'intelligence artificielle? C'est intéressant que tu poses la question comme ça parce que j'ai l'impression qu'ils font plus que rattraper leur retard. Ils prennent de l'avance. Et je t'explique pourquoi. OpenAI, c'est formidable comme outil. Toi et moi, on l'utilise au quotidien. Sauf que c'est parallèle à l'écosystème qu'on utilise. Qu'on soit en Mac, qu'on soit en bureautique Workspace de Google ou qu'on soit en Office de Microsoft, faut toujours faire du copier-coller. Faut toujours, à la limite, on peut rajouter des certaines extensions, mais on est toujours pas intégré. C'est ça, on est dans un monde parallèle. Tandis que Gemini 1.5, Google l'intègre partout. Et c'est ça que je trouve très intelligent. Alors, à un moment donné, à qualité pareille,
il y a peut-être des gens qui sont très, j'allais dire, imbriqués dans l'univers de Google avec leur outil, qui vont décider, écoutez, j'arrête de faire du copier-coller et j'utilise simplement Gemini 1.5. Mais tu sais, tu parlais des traducteurs qui peuvent avoir des sueurs froides avec GPT-4o. Écoute, moi, des gens, je m'inclus là-dedans, qui font du contenu sur le web, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Hein. Quand tu regardes maintenant de la façon la recherche qui carbure à l'intelligence artificielle, il t'amène plus sur des sites web. Il utilise plus des sites web pour générer des résultats et l'essentiel moelle de ce qui pourrait t'intéresser. Déjà qu'il y a des gens qui pâtissaient parce que Google, depuis quelques années, avait commencé à faire des résumés de l'info, mais là, écoute, les sites web sont plus dans le décor. Là. L'information, elle leur arrive. Et puis, tant pis pour ceux qui font du contenu sur le web. C'est le système qu'ils appellent Overview, hein, c'est-à-dire que c'est au niveau du moteur de recherche de Google. On avait déjà des questions-réponses. Quand on posait une question à Google, ils nous montraient des sites, mais ils nous suggéraient aussi des questions qui avaient déjà été posées ou qui sont inventées. Et là, en effet, ils vont résumer le contenu des pages et ils vont mettre les liens vers les sites plus bas dans la page. Mais enfin ça, moi je demande à voir parce que les éditeurs de sites web, c'est la porte ouverte. Il va y avoir un nouveau conflit. C'est pas possible autrement. Mais c'est faux. Mais tu vois ce que ça veut dire aussi. Déjà que les gros éditeurs de sites web se disaient qu'ils avaient perdu du volume, en fait, visite parce que la nouvelle approche là d'amener des explications très rapidement en haut de page. Mais là, de disparaître de la première ou deuxième page de résultat pour être en bas, ça va grincer. Ça, c'est certain. Ouais, mais c'est sûr que ça va coincer, ouais. Ben oui. Sinon, l'autre truc que je trouve vraiment génial, mais ça, il y en a un peu dans la nouveauté de GPT 4.0, pardon, mais je la retrouve plus avancée avec Gemini 1.5, c'est tout le volet d'apprentissage. Je sais pas si tu as vu pendant la démonstration, à un moment donné, il y avait une démo où essentiellement, tu avais le parent qui était avec l'enfant, ça c'est dans les beaux scénarios, qui dit, aujourd'hui, on doit réviser la physique, et notamment la force. Et donc, alors il part ça avec Gemini 1.5. C'est dans le contexte du projet Astra, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, le projet Astra, ouais. Oui, qu'est-ce que ça génère? C'est une conversation entre deux personnes. Évidemment, pour le moment, c'est en anglais, là. Mais vraiment, t'entends une conversation presque anodine, mais qui explique les choses. Puis à un moment donné, tu as le père qui intervient. Il peut arrêter la présentation en disant « Oh, mais attends, là, présente-le dans le contexte, par exemple, du basketball. » Et là, il y a une des deux voix qui dit « Le truc s'adapte. » Ben oui, mais quelle bonne idée! Alors, et puis là, il y a la deuxième voix qui embarque pour adapter et contextualiser la présentation. Ouais, et t'imagines ce que ça veut dire d'avoir un système de tuteur comme ça? Exactement. Ça révolutionne le tutorat puis aussi l'apprentissage. C'est incroyable. Mais je vois que ça te met dans un état pas possible, hein, Bruno. Tu m'as l'air complètement survolté là, avec ces annonces. Mais c'est pour ça que j'ai quitté Montréal. Voilà, c'est pour ça que tu... Et c'est pour ça que tu tapes sur ta cuisse depuis 1 heure et ça fait plic, plic, plic sur l'enregistrement. Mais c'est pas grave, je te pardonne. Écoute, écoute, c'était ton Jarvis qui parlait de ma blonde, mais ma blonde ne me pouvait plus me voir sauter sur les murs. Elle dit, quitte, va-t'en en Gaspésie te reposer pendant 3-4 jours, puis après tu reviendras, mais il faut que tu te calmes. Alors c'est ce que je viens faire sur le bord de la mer. Ouais, t'as raison. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est complètement dingue, toutes ces annonces. Simplement, moi, je trouve que, Google aussi, c'est vrai que c'est super tout ce qu'il a annoncé, mais Google, c'est un peu le bazar quand même, non? J'ai l'impression c'est un peu confus, tu vois. Il y a plein de noms de produits, on sait pas ce qui est actuel, ce qui est futur, ce qui est gratuit, ce qui est payant, ce qui est encore de la recherche du produit. Voilà. Moi, c'est le seul bémol, c'est que, il leur faut 2 heures de keynote pour expliquer ce que OpenAI a montré en 30 minutes. C'est un peu confus, les annonces Google, mais malgré tout, super intéressant, super prometteur. Bon, écoute, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler longuement de tous ces sujets-là. Moi, j'en parle juste après notre échange avec encore un intervenant, c'est Thomas Solignac qui a écrit ce livre « L'IA pour les nuls », puis il s'y connaît pas mal en IA, il me décrypte, c'est un autre regard aussi sur ces annonces, et on en parle juste après. Mais avant qu'on se quitte, Bruno, je voudrais préciser un truc. On se voit bien la semaine prochaine à Paris, alors, hein? Oui, on se croise à Vivatech, le rendez-vous.
The Rendez-vous, alors tu sais que tu es très attendu ici, par moi, par François Sorel, par les exposants, on m'a parlé les gens de la sécurité, on m'a déjà les parlé gens, de ça. c'est que non. Et puis alors surtout, je voudrais donner rendez-vous aux gens qui nous écoutent, puisque Ouais. on va enregistrer le grand débrief avec François Sorel et toi pour Monde Numérique. On va l'enregistrer à Vivatech et on va l'enregistrer en vidéo. Et alors, ce sera pas diffusé en live, ce sera enregistré. Mais si il y a des auditeurs qui sont sur place, qui n'hésitent pas à venir nous voir, ce sera jeudi 23 à 14h. Jeudi 23 mai à 14h précise. Le studio se situe au premier étage en haut de l'escalator. On sera un peu occupé, on pourra pas parler forcément avec les gens qui viennent parce que, en tout cas pas pendant l'émission, mais peut-être un peu après. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous êtes de passage. Tu me permets que je passe le message. Et bref, en québécois, on dirait tout simplement, ce sera enregistré devant le public jeudi à 14h. Voilà, exactement. Tu l'as fait plus court que moi, je te remercie. J'aurais dû demander à ChatGPT, il aurait sans doute fait encore mieux. C'est la différence. Toi, t'es un peu Google, moi, je suis un peu OpenAI. Ouais, Google. J'adore comment tu dis ce Google. Bon, merci Bruno pour ta participation active. Et puis, va te calmer un peu en Gaspésie, là. Moi, je retourne à la mer. Okay. Allez, retourne à la mer, bon bain. Ça m'étonnerait que tu te baignes. Mais non, bon. C'est quand même pas si chaud que ça. Puis, on se retrouve à Paris. Salut. Ouais, bon festival de journalisme et à la semaine prochaine à Paris. Ciao, ciao. Monde numérique, le meilleur de la tech. On passe aux interviews de la semaine de Monde Numérique. On va parler cyberdéfense, on va parler voitures connectées et voitures volantes dans un instant. Mais avant cela, on va revenir sur ces annonces assez spectaculaires en matière d'intelligence artificielle. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'Hebdo Premium sur Apple Podcast. Sinon, retrouvez-les en épisodes séparés, long format, la semaine prochaine sur toutes les plateformes. Bonjour Thomas Solignac. Bonjour Jérôme. Vous êtes spécialiste de l'intelligence artificielle depuis plusieurs années. Vous avez créé des sociétés qui utilisent l'IA, qui développent des solutions, notamment golem.ai. Et vous signez un livre tout récemment, L'intelligence artificielle pour les nuls, aux éditions First. Alors, c'est vraiment le bouquin qu'il faut lire pour essayer de comprendre un peu comment ça marche, tout ça, si on est perdu dans les LLM, les Transformers, etc., etc. Comment est-ce que vous voyez les dernières annonces dans ce domaine ? Je pense qu'on peut dire qu'on est rentré dans une guerre de l'IA, c'est officiel. Les camps sont en train de se positionner, chacun avec ses stratégies, ses armes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait penser qu'ils vont tous au même endroit et que ChatGPT et OpenAI ont ouvert une tranchée dans lesquelles tous les autres vont s'engouffrer. Et en fait, ils ont cette intelligence de prendre chacun des partis pris qui sont les leurs. Google avec une approche plutôt de l'écosystème, Apple avec une approche de la confidentialité. Et puis après, voilà, on a des acteurs un peu indépendants qui viennent arriver comme Anthropic avec une approche très ouverte, axée sur l'éthique, et puis Mistral qui effectivement répond à un besoin de souveraineté sur l'IA. Chacun en fait vient répondre à un besoin, une approche un peu différente de l'IA. Et en fait, on sent bien qu'on est dans un moment où il faut pas être derrière parce que ça va très mal se passer. Et on voit bien que les quelques boîtes qui, de ce point de vue-là, n'ont pas démontré leur puissance en bourse. On pense par exemple à Téléperformance, qui ont eu des communications sur l'IA et les développements technologiques qui étaient un peu faiblards. Ils l'ont payé en l'occurrence très cher. Et ça c'est un vrai risque. Et donc les boîtes aujourd'hui, elles ont une seule option, c'est soit de devenir leader en IA, soit ce seront des leaders de technologies du passé. Et ça c'est un vrai truc parce que ce sont des boîtes, en plus dans les tops des boîtes technologiques qu'on a aujourd'hui, sont des boîtes qui se sont créées par l'innovation et par une excellence technologique. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est maintenant que ces boîtes sont énormes et qu'elles sont assises sur des cœurs métiers qui sont pas forcément l'IA, comme c'est le cas de tous, Amazon, Facebook, Apple, etc. Qu'est-ce que ces boîtes vont réussir à faire ? Est-ce qu'elles vont réussir encore une fois aujourd'hui à se transformer ? Ça, c'est une question qui est hyper intéressante. Et est-ce que les GAFAMI de demain, dans 10 ans, ce seront en fait non plus juste des experts du logiciel, mais avant tout des experts de l'IA ? En tout cas, c'est assez possible.
Sur les dernières annonces, alors on en a pris plein les yeux, OpenAI avec son système conversationnel qui fait qu'on a l'impression de parler vraiment à quelqu'un, avec cette voix, cette présence hyper réaliste. Google aussi qui met de l'IA partout et on va pouvoir faire reconnaître des choses par son smartphone avec la caméra, etc. Est-ce que c'est vraiment des avancées spectaculaires ou c'est un peu de la frime? D'après vous, c'est quoi? Il y a toujours un peu de frime, mais oui, on est en train de vivre en ce moment des avancées qui sont très importantes. La multimodalité, c'est comme ça qu'on appelle effectivement le fait de pouvoir mélanger de l'interaction qui passe par du texte, par de la vidéo, par de la voix, de l'image, etc., voire même avec des fichiers ou des sites web. Cette multimodalité-là, elle est en train de se développer. Elle est hyper importante tout simplement parce que le monde est souvent multimodal. C'est-à-dire que c'est rare que dans un processus de travail ou de création, on ait accès qu'à une dimension à la fois. Et donc oui, c'est hyper important. Et par exemple, une des évolutions récentes les plus importantes pour moi, et qui est pourtant pas si multimodale que ça, c'est Sora. Sora, c'est la proposition d'OpenAI de générer de la vidéo automatiquement avec du texte. C'est impressionnant, c'est beau, on se dit c'est incroyable, on l'avait déjà vu sur des images, donc on se dit ok, sur de la vidéo c'est possible. Mais en fait, le bouleversement sur la vidéo est bien plus grand que sur celui de l'image. Parce que là, on a toute une industrie de production d'images qui est extrêmement coûteuse à tous les niveaux, que ce soit sur de la production de dessins animés, de films, d'effets spéciaux, etc., de documentaires, de publicité, qui est une industrie monstrueuse. Et la possibilité qu'à un moment donné, on fasse des vidéos avec la même simplicité avec laquelle on fabrique des images aujourd'hui avec DALL-E ou avec Midjourney par exemple, c'est un renversement cataclysmique pour une industrie de premier plan. Les joyeux et les inquiets, pour faire court. D'un côté, il y a Lequin, vous l'avez cité, qui dit mais tout va bien se passer, etc. Et puis, de l'autre côté, les inquiets. J'ai interviewé récemment Yoshua Bengio, qui a travaillé pourtant avec Yann Lequin sur le deep learning et qui, lui, aujourd'hui, dit attention, on ne sait pas où on va. Vraiment, ça peut être très, très grave pour l'avenir de l'humanité. Vous êtes où là-dedans? Moi, je suis du côté de l'action. C'est la différence entre la prospective et l'acteur là-dessus. Je pense qu'il faut, en fait, on est dans le moment où on choisit. Donc, je comprends qu'il puisse y avoir des inquiétudes, surtout quand on n'est pas dedans, ou qu'au contraire, on puisse être optimiste. Les deux positions s'entendent, puisque comme à chaque fois sur ce genre d'objet, on observe les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on a le pire et le meilleur qui arrivent sur chaque nouveauté technologique. C'est la même histoire. Il y a le pire et le meilleur en même temps, au même moment, au même endroit. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de décider. Alors, qu'est-ce que ça veut dire demain de travailler? Est-ce que pour compenser le fait qu'on aura moins besoin de travailler, ou en tout cas que la productivité va augmenter drastiquement, est-ce qu'on va choisir de réinvestir massivement dans la recherche? Est-ce qu'on va choisir d'investir massivement dans de la surconsommation? Est-ce qu'on va changer de téléphone tous les 6 mois? Est-ce qu'on va diminuer le temps de travail moyen? Est-ce qu'on va travailler sur du revenu universel? Ces questions-là, elles sont importantes en fait. La question du revenu universel, etc., ou de la question de la croissance ou pas, etc., c'est des vraies questions intéressantes parce que de plus en plus, on va être de moins en moins limité par la force de frappe pure dans le travail. Et alors c'est une bonne nouvelle parce qu'on va enfin avoir des nouvelles ressources pour traiter les problématiques de santé mentale, d'inclusion, de compétition économique au niveau international qui devient intenable avec des pays qui polluent incroyablement. Enfin, tous ces sujets-là qui sont très difficiles. Et puis effectivement la question écologique qui en elle-même est pas facile à gérer. Et encore, on est au niveau occidental, on est plutôt des très bons élèves là-dessus. Mais il n'empêche que d'autres pays ont besoin aujourd'hui de passer ça. La Chine a absolument besoin de passer un cap là-dessus. C'est une catastrophe aujourd'hui en termes de pourcentage d'émissions. Et en fait, il faut trouver de nouvelles solutions à ça. Il faut pouvoir réécrire un peu l'équation économique. Le risque, je pense que la seule position que j'admettrai pas, c'est de croire qu'on n'a pas le choix. Objectivement, on a le choix. On est en train de dessiner ça, et donc il faut voir ce qu'on en fait. Mais effectivement, on est factuellement sur des nouveaux possibles en termes de technologie, sur des nouveaux savoir-faire, des nouvelles possibilités en termes d'organisation du travail, en termes de qualité de vie au travail, de manière de penser le monde, d'interagir avec les clients, etc. Et donc, c'est un nouveau monde qui s'organise. Et on est dans le moment où il faut le concevoir. Je comprends que certains s'inquiètent, mais il faut surtout se mettre en position d'acteur. Là, vraiment, on est en train de le choisir, et j'insiste, c'est le rôle des managers, c'est le rôle des dirigeants, c'est le rôle des politiques, c'est le rôle, en fait, de chaque personne, de chaque citoyen aussi, de se dire qu'est-ce que je veux, moi, pour mon monde d'après, dans un monde où, en fait, les capacités technologiques sont 10 fois supérieures à celles qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup. Thomas Solignac, entrepreneur du numérique, et notamment dans l'IA, et auteur de ce livre, L'intelligence artificielle pour les nuls. La semaine prochaine se tiendra à Paris le fameux salon Vivatech consacré aux technologies.
Et de plus en plus, Vivatech, tout comme le CES de Las Vegas d'ailleurs, fait la part belle à tout ce qui touche à la mobilité et aux voitures connectées. Et en apéritif de Vivatech, on va s'intéresser à une marque chinoise qui a annoncé cette semaine son arrivée sur le marché français et aussi allemand, avec 2 véhicules baptisés G6 et G9. Plus, en bonus, un véhicule volant qu'on pourra voir à Vivatech. Cette marque, c'est Xpeng. L'interview que vous allez entendre n'est pas de très bonne qualité en raison d'un petit problème de micro. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, je vous prie de m'en excuser. Bonjour Thomas Rodier, vous représentez en France la marque chinoise Xpeng, alors qui est une marque pas encore très connue. Est-ce que vous pouvez nous la présenter un peu tout d'abord ? Alors, Xpeng est né en 2014. Le fondateur, Xiaopeng, a développé un des navigateurs Internet les plus populaires en Chine, qu'il a ensuite proposé à Alibaba. Et de là est née son envie de faire un véhicule électrique sur la base de ces fameux software vehicle based. Et donc, il a développé l'interface, en tout cas le software du véhicule. Et c'est une histoire extraordinaire parce que ça a commencé dans un garage, comme on connaît d'autres grandes entreprises. Cela dit, pour des voitures, c'est presque plus normal. C'est vrai, c'est pas faux. Et donc, en partant du développement du software du véhicule, on a ensuite bâti les premiers véhicules qui ont donc été vendus à partir de 2019. Donc, on est encore une toute jeune entreprise. On a commencé par le software, donc le système d'exploitation, si on doit parler en français, que vous retrouvez dans G6 et G9, est développé en interne. On a commencé par ça pour ensuite développer la partie hardware, donc le véhicule, puisque l'intérêt, c'est que vous n'avez plus différents composants, on va dire, mini-ordinateurs qui vont gérer un composant dédié, comme par exemple l'ABS. Vous avez un ordinateur central qui gère l'intégralité des fonctions du véhicule et qui va vous permettre évidemment d'ajuster. Si vous voulez plus de régénération, si vous voulez ajuster la réponse de la pédale de frein même ou de la pédale d'accélérateur, c'est des choses que vous allez pouvoir dorénavant régler puisque l'intégralité du véhicule est gérée par ce système d'exploitation. Et tout comme votre smartphone, vous allez recevoir des mises à jour qui vont vous permettre d'avoir des fonctionnalités supplémentaires, peut-être de la performance supplémentaire, de l'efficacité supplémentaire. Alors ces véhicules que vous lancez en France, la G6, G9, quels sont les raffinements technologiques qu'on trouve à bord ? Alors, en ce qui concerne G9, vous allez trouver par exemple un écran qui est dédié aux passagers, un écran de 15 pouces, que le conducteur ne peut pas voir, puisque évidemment ça le dérangerait pendant sa conduite. Et sur cet écran, vous allez pouvoir accéder à votre plateforme préférée, Disney+, Netflix, en vous faisant masser dans le fauteuil passager. On a 4 sièges massants à bord du véhicule. C'est pas un gadget, c'est un massage très efficace puisque le massage est très important dans la culture chinoise et donc c'est ce qu'attend le consommateur chinois. On a évidemment beaucoup de caméras qui vont servir à toutes les assistances à la conduite. Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à accueillir ce type de véhicule chinois ? Alors, il y a un attrait, bien sûr, pour l'aspect technologique, pour les prix qui sont très attractifs, mais est-ce qu'il n'y a pas des réticences par rapport à la fiabilité, la durabilité et puis la confidentialité des données ? Écoutez, je pense que quand les smartphones chinois sont arrivés aussi sur le marché, à l'époque où on avait tous soit des smartphones américains ou coréens, on s'est tous assez vite rendu compte que finalement on avait un smartphone avec une meilleure autonomie, des écrans plus grands et avec un prix beaucoup plus accessible, ce qui a permis à pas mal de gens d'ailleurs de passer au smartphone à une certaine époque et surtout les jeunes. Je pense qu'on est sur une approche, en tout cas un moment un peu similaire finalement, puisque on n'a pas beaucoup regardé ce qui se passait en Chine jusque-là, et je le dis en tant que professionnel de l'automobile depuis 20 ans. Moi, quand j'ai commencé à découvrir les produits Xpeng et d'autres marques chinoises, on se rend compte qu'ils ont pris énormément d'avance, ne serait-ce que si vous regardez l'architecture 800 volts qu'on propose sur G9 et G6, c'est encore
finalement peu de constructeurs, sauf dans très haut de gamme, qui le proposent. Alors, un dernier mot sur un autre véhicule qui est juste derrière vous, qui lui n'a pas de roue, mais il a des hélices, il vole. De quoi il s'agit exactement ? Alors, c'est donc X2 qui est développé par la filiale Aerot de Xpeng. Donc un véhicule qui peut voler pendant 25 minutes à moins de 1000 mètres d'altitude et qui va vous permettre finalement de faire des déplacements. Je vais vous parler d'une application qui est très réelle puisqu'on va commencer à vendre des drones à Dubaï cette année, qui va permettre des déplacements depuis le centre-ville jusque par exemple au bord de La Palme, qui vous prendrait facilement 1 heure en voiture, qui serait très compliqué si vous deviez le faire en voiture plus en bateau. Voilà. Donc en fait, c'est complémentaire dans la mobilité, on va pas dire de tous les jours, mais dans la mobilité du futur, de pouvoir se déplacer en volant sur des petites distances. Je pense que l'exemple qui est presque le plus probant, c'est aujourd'hui la distance entre l'aéroport de Nice et Monaco, qui est énormément empruntée par les hélicoptères. Oui. C'est quelque chose dans un futur extrêmement proche qui pourrait être fait par des drones, des aéronefs électriques et qui permettrait de réduire le bruit. C'est un véhicule qui nécessite un pilote ? Pas nécessairement, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est pour ça que souvent on parle de drone parce que voilà, le drone par essence n'a pas de pilote. Là, vous avez le X2 à deux places. Et vous allez peut-être être amené à voyager dedans à 2 pour aller justement d'un point A à un point B précalculé, qui sera géré totalement par le cloud et qui sera absolument autonome. D'ailleurs, vous avez pu voir qu'il n'y a pas de commande de vol dans le démonstrateur qu'on a là, puisqu'il vole de manière autonome. Et il peut être aussi piloté à distance ? Absolument, oui. Ce serait ça l'idée, en fait, c'est que vous n'ayez pas besoin de pilote pour pouvoir vous déplacer. Combien ça coûte un appareil comme ça ? Alors, il y a un prix qui est de 135 000 € et qui est un prix, on va dire. Alors, c'est moins cher qu'un avion, c'est vrai. C'est moins cher qu'un avion, c'est le prix d'une très belle voiture de sport. Voilà. Mais on ne le verra pas en France, ni à Vivatech, ni aux Jeux Olympiques, voilà. Non, vous nous verrez à Vivatech puisqu'on viendra avec le GENA. Mais on ne le verra pas dans le ciel, je veux dire. Ah non, on ne le verra pas tout de suite parce que il y a encore un peu de travail effectivement avec les autorités pour pouvoir voler évidemment en toute sécurité avec ces véhicules. Je sais qu'il y a des essais qui sont prévus par d'autres fournisseurs de ce type d'appareil. Merci Thomas Rodier, directeur marketing et communication de la marque Xpeng en France. On parle cybersécurité à présent dans Monde Numérique en partenariat avec Orange Cyberdéfense. Je reçois Laurent Sellerier. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes vice-président exécutif Europe centrale et internationale chez Orange Cyberdéfense, qui, comme son nom l'indique, dépend du groupe Orange. Alors, on va examiner avec vous toute cette vaste question de la cybersécurité, de la cybermenace. C'est un sujet qui concerne tout le monde ou presque aujourd'hui, et notamment aussi les petites entreprises qui ont parfois du mal à se protéger contre ça. Alors ce dont on parle beaucoup notamment, ce sont les fameux ransomware, rançongiciels, qui ont frappé les hôpitaux français notamment. Comment ça se passe concrètement ? C'est quoi le scénario, le déroulé, par exemple, d'une cyberattaque au rançongiciel ? Alors, imaginons, je suis un cyberattaquant. La première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver une victime qui me semble intéressante. Alors, il y a des secteurs qui sont particulièrement intéressants parce que on sait qu'une attaque sur ces secteurs-là va occasionner des dégâts, va perturber fortement l'activité et donc derrière, il y aura la volonté de payer de la victime qui sera plus importante. L'objectif pour un attaquant, c'est de monétiser. Oui, mais les hôpitaux, son attaque. Ils n'ont pas d'argent, donc. Il y a quand même pas mal d'argent dans le domaine médical au sens large, même si effectivement dans les hôpitaux français, c'est pas le cas. Donc d'abord, on choisit un secteur. Ensuite, on va s'intéresser à une cible en particulier et on va faire de la reconnaissance. On va regarder, par exemple, s'il n'y a pas des identifiants mot de passe qui traînent sur le dark web sur cette cible en particulier. D'accord. On va faire un scan externe de la cible. Donc voilà, on est en phase de reconnaissance. Et puis après, il va y avoir la première action qui va être la pénétration. Donc là, vous envoyez un mail frauduleux, vous faites en sorte qu'il y ait un malware qui soit téléchargé
à l'occasion d'une photo ou quelqu'un qui branche une clé USB. Donc ça, c'est ça, c'est l'hameçonnage. Voilà, l'hameçonnage, c'est le phishing. Et ça peut passer par mail, effectivement, ça passe beaucoup par mail, mais voilà, vous avez mis votre petit crochet dans l'infrastructure de la victime. Ensuite, vous allez progressivement mettre un petit logiciel un peu plus important qui va vous permettre de sécuriser votre accès et puis de commencer à investiguer dans le réseau de la victime comment il est organisé, où sont les données intéressantes. Okay. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire discrètement et rapidement une exfiltration des données les plus intéressantes, parce qu'on va le voir, ça va vous donner un deuxième levier de chantage vis-à-vis de la victime. Et puis après, vous allez déployer un agent, un petit logiciel qui va chiffrer les données de tous les disques, que ce soit... Donc les coder, les verrouiller les verrouiller, voilà, exactement. Vous mettez un algorithme de chiffrement et du coup, la donnée n'est plus accessible. Et ça, au début, il y a quelques années, ils s'occupaient uniquement des serveurs. Maintenant, ils le font aussi sur les postes utilisateurs, les téléphones, mais aussi, parfois, quand ils y arrivent bien, sur les backups, sur les sauvegardes. Les sauvegardes. Et donc là, bien sûr, la victime s'en aperçoit et va commencer une phase de négociation avec l'attaquant. Là, c'est quand on arrive le matin et puis l'ordinateur ne répond plus, quoi. Exactement. En fait, vous n'avez plus rien accès. Vous n'avez plus accès à rien. Votre système d'information peut être bloqué totalement ou seulement en partie. Ouais. Et donc là, va commencer une phase de dialogue entre la victime et l'attaquant. La victime veut retrouver le plus vite possible non seulement l'utilisation de son système, mais également s'assurer qu'il n'y a pas de données confidentielles que l'attaquant aurait pris et les diffuserait sur Internet, ruinant ainsi la crédibilité de l'entreprise publiquement. Bon, alors maintenant qu'on s'est bien fait peur, Laurent Sallorier, y a-t-il des clés pour s'en sortir? Quelles sont les solutions? Comment faire face à cette cybermenace aujourd'hui? On va peut-être pas parler des grandes entreprises, mais parlons plutôt peut-être un peu des particuliers, puis aussi des très nombreuses petites entreprises. Oui. Alors heureusement, on a des moyens de lutter contre cette cybercriminalité. Et ça commence tout d'abord par un petit audit. Et n'imaginez pas que c'est des choses qui vont vous coûter des milliers d'euros. On peut faire ça quasiment tout seul en ligne. Mais c'est se poser la question, c'est quoi mon parc informatique, quels sont le nombre d'utilisateurs que j'ai, quand est-ce que j'ai fait une mise à jour la dernière fois. Donc, c'est vraiment faire une cartographie de votre système d'information. Et puis, une fois que vous avez cette cartographie, vous avez identifié quels sont les points que vous devez protéger en priorité. Et alors, si je peux me permettre, il y en a quelques-uns qui sont des obligations. La première chose à sécuriser, c'est votre authentification. Login mot de passe. Login mot de passe et le renforcer par une authentification multifacteur. Donc avec une appli d'authentification. Voilà, exactement. Mais ça coûte quelques euros. Moins de 10 euros par an et par utilisateur. Et donc, grâce à ça, déjà, vous enlevez une bonne partie des problèmes. Ouais. Moi, je veux vous dire, dans ma famille, il y a quelques mois, il y a une personne qui faisait des travaux pour nous, un menuisier, qui s'était fait pirater sa boîte mail. Et quelqu'un avait pris le contrôle de sa boîte mail et il disait au client non mais m'envoyez pas le chèque à cette adresse, envoyez-le-moi à tel autre et il n'y avait aucune possibilité pour la victime de s'en apercevoir. Oui, bien sûr. Donc authentification multifacteur, ça c'est la première chose. Parce que ça permet, quand on se connecte, de recevoir un SMS, une alerte sur son téléphone. Exactement, et puis ça va durcir quand même beaucoup le travail de l'attaquant et il sera tenté d'aller voir quelqu'un d'autre. Après, la deuxième mesure qui est vraiment très efficace, c'est déployer, et là aussi c'est pour quelques euros, ce qu'on appelle un Endpoint Detection and Response. Donc c'est une petite application qui va venir s'installer sur votre ordinateur portable, sur votre téléphone portable, sur vos serveurs si vous êtes une entreprise, et qui va surveiller ce qui s'y passe. Et si
il voit un début d'attaque, parce qu'il a dans sa base de données un grand nombre de modèles d'attaque, il va bloquer. Et ça aussi, c'est contournable, c'est désactivable et compagnie. Mais néanmoins, ça demande là un certain niveau de technicité. Et donc, si vous avez cette EDR, vous êtes à l'abri de 95%, j'ai envie de dire. Voilà. Ouais. Et puis, dernière chose, et ça serait un peu la triplette magique, authentification multifacteur EDR, c'est aussi votre boîte mail doit bénéficier d'un anti-phishing, donc un filtrage des mails dits corrompus. Ouais. Et là aussi, ça vous évitera de cliquer sur des liens malveillants qui vont, et là je vous reviens sur mon modèle d'attaque, enclencher le téléchargement d'un petit outil pour l'attaquant qui ensuite va pouvoir l'exploiter. Mais dans une petite entreprise, qui peut faire ça ? Même le chef d'entreprise n'a pas forcément ni le temps, ni les compétences. Et en plus, vous dites que ça ne coûte pas très cher, mais ça représente quand même un budget. Donc comment on fait ? Eh ben, comment on fait ? On demande de l'aide. Et honnêtement, je pense qu'il est illusoire de se dire qu'on va y arriver tout seul. Il faut demander un peu d'aide. Et il y a Orange Cyberdéfense, mais il y a d'autres acteurs aussi sur le marché. Et je vous dis, nous, on a les premières offres d'EDR, là, qui sont à 10 € par mois et par utilisateur. Donc, vous voyez, ça... L'audit dont vous parliez, ça coûte combien ? Et l'audit, ça peut être gratuit, en ligne, en autodéclaratif. Et puis après, je crois que les premiers prix, ça doit être 500 €, où on analyse rapidement votre questionnaire et puis on passe 1 heure ensemble pour vous donner les premiers conseils de sécurité. Donc voilà, je crois que la cybersécurité, en fait, ça demande un petit investissement. On se dit, il faut consacrer entre 5 et 10% de votre budget informatique à la cybersécurité. Avec ça, vous ne vous garantissez pas de jamais être attaqué, mais l'attaquant, si vous n'êtes pas une cible vraiment intéressante, il ira plutôt voir ailleurs que perdre du temps avec vous. Ouais. Un mot du futur et de l'avenir, Laurent Salerier. Est-ce que cet avenir est inquiétant ? Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, on va vers une cybermenace encore plus forte pour nous tous ? Alors, le sujet de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle est intéressant. Moi, je crois que ça va changer du côté de l'attaquant, mais aussi du côté du défenseur. Donc, en fait, les deux, aujourd'hui, utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle pour augmenter leur productivité. Un attaquant, ça va lui permettre de naviguer, d'aller chercher des mots-clés dans les systèmes d'information compliqués de ses victimes beaucoup plus vite. Ça va lui permettre de faire des mails de phishing beaucoup plus pertinents. Ça va lui permettre de faire du code d'attaque beaucoup plus facilement. Mais ça ne va pas révolutionner, pour l'instant du moins, son mode d'action. Pareil du côté de la défense. Grâce à l'intelligence artificielle, nous, on repère plus vite les attaques. Grâce à l'intelligence artificielle, on réagit plus vite. Et donc, voilà, les deux côtés de la barrière se sont saisis de l'IA et ça va croître, je pense, à peu près en même temps, mais c'est toujours une course de vitesse entre l'attaquant et le défenseur. Merci Laurent Salerier, vice-président exécutif Europe centrale et internationale chez Orange Cyberdéfense. Et pour en savoir plus, je renvoie vers le webinar donc organisé le 28 mai 2024, ou bien, si vous écoutez cet épisode après, eh bien, le replay. Il suffit d'aller sur orangecyberdéfense.com et de se connecter avec le mot-clé Monde numérique. C'est fini pour cet épisode de Monde Numérique, l'hebdo du 18 mai 2024. Un grand merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Avant de vous quitter, un petit rappel pour participer au sondage de Monde Numérique. Surtout, cliquez sur le lien, allez répondre aux quelques questions pour nous permettre d'améliorer encore ce programme. Merci d'avance pour votre participation. Merci également de laisser des commentaires, des petites étoiles à propos de Monde Numérique sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages via le site mondenumérique.info ou via les réseaux sociaux. À noter que depuis quelques semaines, vous avez peut-être remarqué, il n'y a plus de rubrique l'innovation de la semaine. Alors c'est pas du tout un oubli ni un choix définitif, mais on a une telle actualité en ce moment qu'il n'y a plus de place pour l'innovation de la semaine. J'espère pouvoir y revenir très très vite.
Voilà, la semaine prochaine, donc Vivatech, à cette occasion, un épisode spécial, un nouvel épisode du grand débrief de Monde Numérique avec François Sorel et Bruno Guglielminetti. Si vous êtes de passage à Vivatech le jeudi 23 à 14h, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou et sinon, rendez-vous sur votre plateforme habituelle de podcast et aussi sur la chaîne YouTube de Monde Numérique puisque cette émission sera proposée en vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine pleine de tech. Salut.